c'est en forme de bilan du projet que je voudrais vous présenter l'ambition du projet informatique. Comme l'a dit M. Armando, en fait, pourquoi faire ce projet informatique? La question d'abord s'est posée presque naturellement à Bruno Bellost et à David Armando, tout simplement parce que chacun d'eux avait un tableau Excel et que ça leur suffisait bien pour leurs premières études. Mais qu'à force de remplir le tableau Excel, ils se sont rendus compte que le tableau Excel explosait. Ils n'étaient plus capables de contenir l'ensemble des données qu'ils voulaient y mettre. Et puis ils se sont rendus compte aussi, en tout cas ils se sont mis à voir, que 800 individus en tout et pour tout, allez, ça fait peu pour une prosopographie, mais tellement bien renseignés, tellement bien connus, avec tellement de variables, tellement bien caractérisés, qu'on était capable en fait de pouvoir commencer à faire des analyses extrêmement riches sur une population qui finalement a provoqué un phénomène sur une période assez courte, assez intense, très rapide, mais qui a pu avoir des conséquences assez importantes, y compris, je crois, jusqu'à la Révolution française. Donc, leur idée était d'arriver à mettre en place quelque chose qui soit une écriture collaborative autour d'Harmonia Universalis. Une écriture collaborative qui devait se déployer presque immédiatement autour d'une structure de données qui serait enregistrée, et puis d'un site internet qui serait comme un dépôt dans lequel on mettrait l'ensemble des sources qui convergeraient ainsi et qui permettrait de créer une communauté. C'était le troisième point. Une communauté de spécialistes qui, donc, participeraient tous à cette écriture collaborative d'une base de données qui deviendrait un moyen d'étude et un moyen de regard de ce phénomène, de cet événement historique. Donc, nous avons proposé au LabEx ce projet. Le LabEx l'a accepté et nous avons donc eu un financement qui avait pour finalité, dans la première étape, d'avoir juste une réflexion sur les données et de commencer un projet ensemble, de fédérer des gens et de donner quelques petits résultats en termes de base de données. Donc nous nous sommes mis à la tâche. Et la première phase, comment on appuie sur le... C'est super, mais en fait j'arrive pas à le faire fonctionner. Et la première phase... Oui. En fait, c'est une ruse, hein. Il n'y a pas de diapo, mais ça permet de... Voilà, la première phase d'analyse et de test, malheureusement c'était faux, la voilà. L'idée était d'arriver à mettre ensemble donc, toute une communauté d'individus, que vous voyez très bien, avec une administration. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez propre aux sciences humaines, et par chance, je suis investi dans plein de petits projets comme ça. Ce qui donnait un plus au projet Harmonia, c'était celui d'arriver à travailler aussi sur une réflexion sur l'écosystème dans lequel il se trouve. Comment est-ce qu'on peut être profitable à plusieurs, hein, tout en jouant le singulier. Et ici, par exemple, on a quelque chose que probablement plein de gens ont vu, un petit diagramme de synthèse qui permet de dire en fait qu'il y aura deux grands participants au projet Harmonia, les visiteurs qui pourront consulter les données, les visiteurs qui pourront faire des requêtes de consultation et les visiteurs qui pourront extraire du XML, comme on en a parlé ce matin. Et puis les chercheurs qui vont soumettre des informations nouvelles, corriger les fiches, et puis qui pourront faire des requêtes avancées avec des extractions, du croisement statistique. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ça? Parce qu'une des caractéristiques du laboratoire auquel j'appartiens, le PIRE, c'est une petite branche d'un laboratoire, c'est justement d'accentuer sur l'analyse de données. Et nous, on pense, un peu comme Alain Guéraud, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance l'ensemble des requêtes que les utilisateurs doivent pouvoir faire. Donc, il faut pouvoir leur donner les moyens d'interroger au mieux. Et puis, après tout, c'est écrit dans Michel de Certeau, écrire l'histoire. Modéliser, c'est aussi interroger les données. Et on ne peut bien modéliser que quand on les interroge. Autrement dit, il faut d'abord avoir vu des résultats pour pouvoir modéliser correctement ce qu'on modélise. Sinon, on entre peut-être simplement dans un courant historiographique et on n'arrive pas à se départir d'a priori. Donc dans ce projet, la première phase visait à mettre en place un système et puis à voir un peu comment est-ce que ça nous satisfaisait ou non. Évidemment, c'est l'administrateur qui doit valider, qui accepte les informations. Gros travail que celui de l'administrateur. Car il doit surveiller chaque entrée d'informations nouvelles. Et les informations, évidemment, dans un système comme ça, se superposent. Un peu à la mode wiki. Les objectifs avaient été identifiés clairement, comprendre les réseaux qui structurent la société d'harmonie universelle et fabriquer un catalogue prosopographique. Autrement dit, essayer d'articuler érudition
la plus précise possible, et en même temps, entrer par les réseaux. Entrer par les réseaux, ça a été très très vite en fait, pas du tout une analyse de la structure des réseaux pour comprendre la relation des individus avec l'harmonia. Ça a été aussi utiliser le réseau comme moyen de navigation dans les données. Donc les deux ont été envisagés très très vite. La base de données construite, vous voyez le résultat très simple. Une base de données SQL qui produit du XML. Pourquoi du XML en sortie? Parce que les chercheurs, Bruno Belost et David Armando, considéraient qu'ils devaient pouvoir donner leurs données très très vite et qu'il ne fallait pas rester prisonnier d'une technologie. Donc ici, on passe d'une technologie à une autre. La structure auquel on a abouti, alors je l'ai grossie exprès et elle est floue exprès pour vous donner un peu le sentiment de ce qui s'est passé. C'est une structure de base de données assez conventionnelle qui a été implémentée, qui a donné un site internet, qui est entré en production, qui a été abrité sur un serveur et qui a été saisi le plus possible, du mieux qu'on pouvait. Le modèle de base de données a fait apparaître des grands éléments qui, à mon avis, sont assez importants dans la prosopographie et parfaitement communs à beaucoup de bases de données que je connais. La notion d'événement, donc on l'a fondée sur celle des factoïdes à partir du projet PACE du King's College. Les personnes, les institutions, les publications et les relations des personnes entre elles. Voilà, en gros, les grandes entités, les grands univers qui structurent l'information. Le reste, c'est des attributs dans chacun de ces éléments. Alors vous pourriez retrouver dans ce schéma l'ensemble de cette structure. Ce qui est intéressant, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps d'interaction entre 3 ou 4 personnes pour arriver en fait à dire correctement ce qu'on pouvait prendre à partir des archives. Parce que là, il ne s'agit pas d'une archive. Il ne s'agit pas d'une modélisation orientée source. Il ne s'agit pas d'avoir une source, de la modéliser et de la rendre accessible. Il s'agit de dire en fait qu'on veut faire entrer un ensemble de sources hétérogènes dans un modèle de données. Or, une des caractéristiques qui nous distingue de la structure en projet des informaticiens pur jus, c'est que nous, à chaque fois qu'on ouvre un carton d'archives, il y a toujours le risque de découvrir de nouvelles variables. Autrement dit, une modélisation, c'est quelque chose qui se construit en même temps que se construit la problématique et que s'épanouit la problématique. Modéliser, ça se fait étape par étape et ça se fait les pieds devant le carton. Enfin, la main dans le carton, pardon. Parce que si on reste juste les pieds devant... Donc il fallait autoriser ça et c'était une des difficultés de cette façon de faire. À cette époque, penser le projet, c'était s'intégrer à d'autres projets. Le projet Harmonia Universalis a aussi, Bruno Belost participait aussi au projet ANR-DFG Euroscientia, qui est en fait un très gros projet sur la circulation des savoirs à l'époque moderne. Alors ce très gros projet est très intéressant parce que l'objectif est de fixer une cartographie en ligne. Quand je dis fixer une cartographie en ligne, c'est une cartographie qui est arbitrée scientifiquement par des chercheurs historiens. Autrement dit, ne cherchez peut-être pas toujours dans Google les lieux que les historiens vont dire existants. Je ne sais pas si je suis clair, ça veut dire que dans ce projet, une des idées, c'est que ce projet devient aussi une forme de référence, au moins théoriquement, pour fixer des points qui n'existent plus. Ou pour arriver à enlever des ambiguïtés à l'intérieur des noms des lieux. Bon, mais je trouve que c'est assez intéressant. Juste de produire ça comme gisement de données, c'est intéressant. Et donc l'idée était d'articuler Harmonia avec ça, puisqu'on a des lieux, des localisations. L'idée était de dire, voilà, on va se confronter à ce portail, et ce portail va nous renvoyer des points géolocalisés qui nous permettront de dessiner des cartes. On externalise la production de cartes. C'est pas quelque chose qu'on fait. On ne va pas réinventer la roue et on ne va pas payer du développement. Ils savent faire, on leur donne. Il y avait un autre projet qui nous intéressait beaucoup, parce que c'était un modèle prosopographique complètement différent. C'était un projet qui s'appelle Studium Parisiense et qui fait en fait une prosopographie de tous les universitaires parisiens. Alors je vais juste reparler un peu plus loin de ce projet. L'avantage de ce projet, c'est que c'est un gros projet. C'est un projet avec beaucoup de données. Là, on en a, c'est-à-dire sur le plan des individus, il y a quelque chose comme 40 000 individus dans le projet. Là, on en est à 800. Donc il y a un changement d'échelle. Donc en termes informatiques, c'est intéressant de dire, tiens, on développe un outil, est-ce qu'on peut le mettre sur un autre, et est-ce qu'on peut bénéficier des outils développés par les autres études prosopographiques? D'autant que le projet Studium est dans le LabX. Donc on restait dans un format qui était un format de... Eh bien, on essaie de développer des outils qui peuvent être transférables. Conclusion de cette phase, en fait, vous pouvez la faire vous-même. Vous imaginez une interface de saisie collaborative, c'est-à-dire que des chercheurs participent, pas forcément des ingénieurs d'études.
Conclusion, on a travaillé sur la définition du projet informatique, on est très content, on a fait quelque chose de très positif, on sait maintenant de quoi on parle et on a à peu près combattu vivement les uns avec les autres pour se mettre d'accord sur un modèle. Des fois, les débats sont vifs. Et puis, grosse difficulté insurmontable, on ne peut pas saisir. On ne peut pas saisir l'information comme on veut parce qu'il faut que ce soit plus souple. L'information est trop complexe, le masque de saisie est trop complexe, trop rigide, peu souple, et du coup il ne convient pas vraiment aux chercheurs. Une fois de plus, et ça c'est un aspect intéressant parce que j'ai cru entendre un peu ça aussi ce matin, c'est cette idée que l'écriture collaborative, on la souhaite, mais on a du mal à la mettre en œuvre, peut-être aussi parce qu'on a du mal à avoir des outils, à produire des outils qui nous permettraient de le faire, parce qu'il y a une gabegie de temps fabuleuse dans le numérique. Seconde phase d'analyse, on est parti du constat que ce n'était pas forcément ce qu'on voulait, et on a tout recentré. Donc on a arrêté avec les modèles d'analyse de données, et on a tout orienté vers la saisie de l'information. Ici est intervenu un troisième acteur, une grande richesse, Victor Chahunot, qui a aidé à la mise en place du système. On a gardé les objectifs, on ne diminue pas les ambitions. En revanche, on change complètement la structure. Il n'est plus question de faire une base de données SQL. Aucun problème, on était capable de migrer les données des fichiers XML aux fichiers Excel. Le souci n'est pas, quand la donnée est saisie, c'est pas de la migrer. Enfin, ça peut parfois poser problème, mais ici, ça ne l'était pas. Et puis, on a développé une interface d'annotation. Donc, l'idée était devenue de faire une interface d'annotation en ligne qui soit en XML, qui fabrique un fichier XML et qui soit inspiré de la TEI. Pourquoi la TEI? Parce qu'il y a déjà des études de prosopographie qui sont liées à la TEI, il y a des grammaires qui existent. Et donc, tant qu'à faire, s'il faut finir par être interopérable avec d'autres, autant prendre à peu près la même langue. Mais si on prend une grammaire entière de TEI, on coule. On n'a pas la possibilité, pas les moyens humains. Là se repose la question du financement. On n'a pas les moyens humains d'avoir un étiquetage parfait qui convienne à une grammaire de TEI. Pas les moyens humains, et je ne suis pas sûr de la pertinence, après, du fait de baliser entièrement avec une TEI prosopographie pour nous. Donc écrire son texte, puis l'annoter, devenait l'objet essentiel. L'intérêt était de fabriquer une interface facile d'usage, aisée à implémenter, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre sur n'importe quel serveur et elle peut gérer d'autres bases de données, et proche d'une pensée wiki, où on pouvait archiver chacune des versions. La logique n'est plus la même. Cette fois-ci, on fabrique un fichier XML et on le migre vers une base de données MongoDB. Alors peut-être que vous ne connaissez pas les bases MongoDB. Ce sont des bases en fait NoSQL qui fonctionnent sur documents et catégories de documents. Ces bases NoSQL, ça veut dire Not Only SQL. Autrement dit, ça s'interroge très bien, mais ça permet d'émietter la donnée pour favoriser, disons, les calculs massifs sur la donnée. L'intérêt, c'est pour nous que ça permettait de passer très facilement, en décomposant le XML, pour recomposer du XML. On pouvait sérialiser, désérialiser très vite grâce à ce type de technologie. Les techniques MongoDB, c'est aussi des trucs qu'on apprend maintenant tout le temps parce que en fait, c'est là-dessus que fonctionne Amazon, Google. Ça permet de traiter du très très gros fichier très très vite. L'application qui a été développée par Victor Chahunot est la suivante, une base de données donc en MongoDB qui est reliée à une application Python. Cette application Python, elle est du côté serveur, c'est elle qui fabrique le serveur, et tout est en JavaScript. Donc, je vous explique ça autrement. Le stockage est du côté serveur, pas de problème. L'application est du côté serveur, pas de problème. Mais on va décharger le serveur de toute l'utilisation en faisant que du JavaScript. Parce que le JavaScript est interprété du côté client. C'est-à-dire que c'est sur votre machine personnelle que JavaScript se lance, se tourne. Donc en fait, vous récupérez les données, vous jouez avec, mais ça ne pèse absolument rien sur le serveur. Donc c'est assez intéressant, sur le plan de l'écriture serveur, d'avoir ce genre de technologie mise en œuvre. Donc on est passé ici du stockage à l'interface web. Voici un fichier TEI standard. Il faut que j'aille plus vite. Non, ça. Voici un fichier TEI standard, un fichier que beaucoup ici connaissent, si vous avez vu des gens encoder ou si vous avez encodé vous-même. On a ici donc, la définition d'un individu, comme partout. Son nom, donc il est défini par une balise qui vient qualifier le fait que cette section de caractères ici, en fait, porte maintenant une valeur, c'est une métadonnée qui est le nom de la personne. Persname, c'est typiquement de la TEI. Il y a un événement. Cet événement, il a un élément, il a un type, c'est un événement de naissance. On a sa date et on a sa place. Sa place, vous remarquez, c'est un identifiant. Le schéma XML qui est utilisé ici va prendre chacun
des éléments que je vous ai définis tout à l'heure, institution, place, lieu, date, et renvoyer avec des identifiants. Voici ce qu'il y a du côté MongoDB. Dans la base de données, ce qui est stocké, c'est ça. Je pense que personne ne reconnaît les bases de données habituelles, parce que ce n'en est pas une. En fait, c'est une écriture fichier. Et ce qu'on fait en informatique, enfin, je sais pas, peut-être vous avez déjà vu ça, donc c'est un tableau de hash, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt cette information et on extrait, vous voyez, l'identifiant 123 et tout ce qui vient avec. L'avantage, c'est que c'est assez proche, vous voyez, de ça à ça. Ça, c'est le stockage du côté machine, hein, d'accord, de ça à ça. On est très très proche de la donnée XML, et donc elle est facile à recomposer. C'est un objet JSON. Donc c'est un objet JSON, ça veut dire JavaScript, qu'on peut utiliser. Et voici l'interface que Victor nous a offert. Une interface dont je vais dire 2-3 mots. Ici, on a le document XML. Le document est édité. Vous remplissez votre texte. On verra ça tout à l'heure dans la démo. Et là, quand vous étiquetez, en fait, vous créez une balise XML. Elle a des attributs, elle a des éléments, et vous pouvez les caractériser. Une fois que c'est enregistré dans la base MongoDB, et vous voyez ici l'ensemble des annotations que vous avez portées sur le document. C'est-à-dire qu'en fait, on surligne, on clique droit, on code, et ça va dans la base de données. Donc ça, c'est l'état actuel. Ouf. Bon, voilà. Quel avenir pour ce projet? Le premier avenir qui me semble le plus intéressant, c'est parce que j'ai changé d'outil, c'est être utile. Fabriquer quelque chose, recommencer dans son coin, c'est pas... Voilà, essayer d'être utile. Fabriquer un développement comme celui-là, est-ce que ça peut avoir un intérêt comme d'autres projets? Pour d'autres projets, est-ce qu'on peut implémenter des éléments d'étiquetage à d'autres bases de données, comme celle de Studium, et permettre le renforcement de communautés? Entendons-nous bien, l'idée ici, c'est de faciliter l'étiquetage du côté chercheur pour qu'il y ait une véritable écriture collaborative autour d'une fiche. Et pas toujours une personne derrière une fiche. Parce qu'on peut se voiler les yeux comme on veut, mais très souvent, dans les projets informatiques, c'est ça. Alors c'est aussi bien d'avoir une personne, parce qu'une personne, c'est aussi une autorité scientifique. Parfois, c'est mieux d'avoir une fiche rédigée par une personne et ensuite d'avoir des corrections et des débats. Mais pour qu'il y ait débat et qu'il y ait correction, il ne faut pas qu'on passe 4 heures à corriger une fiche ou à pouvoir contacter quelqu'un pour justement lancer le débat. Et puis, contacter quelqu'un par un email en lui disant « Tu sais, la fiche dont l'identifiant est 40 743, je trouve que tu as fait une erreur dans la biographie à la ligne 50. » Vous imaginez comment vous allez référencer ce que vous devez dire? Non, il vaut mieux lui envoyer une espèce de petite information assez facile à lire. Donc c'est possible, et moi j'ai travaillé très près avec le projet Studium. C'est une question qu'on pourrait lancer au projet Studium pour voir s'il y a une application possible. Et puis plus généralement, je crois que ça peut être un mode de réflexion que s'approprient d'autres projets qui sont orientés vers la prosopographie. Mais ce n'est pas le seul avenir que nous envisageons pour ce projet. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir décrire et combiner toutes les variables du schéma XML. C'est-à-dire ne pas trop conditionner l'interrogation, ne pas préfabriquer un ensemble de requêtes, mais laisser les individus le plus libres possible pour naviguer dans cette information qui est complexe. Et là, c'est l'inverse. On peut bénéficier de l'expérience Studium. Parce que Studium présente l'avantage de poser beaucoup plus de problèmes informatiques que notre projet Harmonia. Notamment pour les données floues, notamment pour les problèmes d'interopérabilité. Et donc on aurait intérêt à travailler avec eux dans une synergie pour le développement d'outils communs, qui pourra avoir une application. L'exemple, c'est le logiciel développé dans Studium qui s'appelle Clio XML, et j'aurais bien aimé vous le montrer, je ne sais pas si j'ai une minute pour le faire, je vais finir, et si vous voulez bien vous le montrer après, qui permet déjà d'amorcer ce genre de raisonnement, et sur lequel je serais ravi d'avoir des retours utilisateurs, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des questions ou des objections. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc analyser les structures de réseau, j'ai produit un réseau à partir des données en ligne du projet Harmonia. Alors comme ça, évidemment, ce réseau, il est un peu laid. La grosseur des nœuds, c'est le plus court chemin. C'est ceux par lesquels il faut absolument passer pour passer d'un réseau à un autre. C'est ceux qui vont mettre en contact le plus d'individus. Alors on reconnaît puis Ségur, on reconnaît des individus qu'on connaissait en fait,
hein, bien sûr. Et puis, les grandes tâches que vous voyez, eh bien, en fait, c'est des institutions. Donc, on a des grandes institutions, et on voit bien Harmonia, Paris, Nord-Ouest, où ça résonne beaucoup. Donc, ce réseau est extrêmement simple, mais il pose au moins 2 questions. Comment on va analyser, avec quels indicateurs, ce type d'information? Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, la donnée relationnelle devient une donnée comme les autres. Et la donnée relationnelle n'est pas une donnée habituelle. La donnée relationnelle, c'est une donnée qui va proposer, en fait, plusieurs participants à la donnée. C'est une obtenue, pour parler comme Latour, c'est une obtenue un peu différente. Donc la structure du réseau nous intéresse, et évidemment, on ne peut pas se défaire de l'idée de pouvoir circuler dans ce réseau, donc de proposer une multitude de réseaux. Par exemple, sur les fiches, ce qu'on voudrait pouvoir mettre en place, c'est la possibilité de voir immédiatement le réseau d'un monsieur et de naviguer dans ce réseau, pour voir les sous-réseaux du monsieur. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement de voir les réseaux positifs, on les connaît pratiquement tous, mais les sous-réseaux, ils peuvent être intéressants à explorer. Donc ça nous intéresse de pouvoir naviguer, à la fois dans les réseaux de personnes, et les institutions, et de pouvoir filtrer le plus possible graphiquement l'ensemble de ces informations dans le temps et dans l'espace. Donc c'est un peu les grands enjeux. Le troisième enjeu, c'est celui des trajectoires, parce que ces individus sont très bien connus, et que sur une population qui peut sembler faible, comme celle-ci, mais qui au contraire est extrêmement bien renseignée, donc pour moi c'est pas une population faible. On peut commencer à dire des choses à partir d'un effectif assez réduit, pourvu que les caractères soient nombreux. Eh bien, pour une population aussi bien renseignée, la notion de trajectoire se pose, et donc du coup, elle se pose, à notre sens, au moins de 2 façons, à la fois pour faire des types de trajectoires, donc utiliser une méthode factorielle, par exemple, on sait le faire, maintenant ça se fait très bien, et le permettre, quand nous disons utiliser, ça veut dire le permettre à l'utilisateur. C'est ça qui est intéressant. C'est pas nous le faire pour une publication, c'est permettre à l'utilisateur de le faire. C'est-à-dire que d'un certain côté, le numérique ici ne manque pas d'air. Parce qu'on dit toujours qu'on a l'ère du numérique, et je trouve qu'ici le numérique ne manque pas d'air parce qu'il permet en fait de dire quelle est la façon d'administrer la preuve en histoire, et est-ce que moi je peux rejoindre un article en reprenant les données, en les recroisant, en les réexpérimentant. Donc il y a une question intéressante qui se joue pour nous, je trouve, à partir de ça. Et nous, on souhaiterait, en fait, permettre à l'individu de pouvoir tester un certain nombre de choses, et puis, au final, comme on ne peut pas tout tester en ligne, lui permettre de récupérer les données qu'il vient de produire dans le format qui l'intéresse le mieux. Donc, la trajectoire est intéressante, ça permet de faire des typologies. Mais la trajectoire, c'est aussi la possibilité de questionner des espèces de réseaux du possible. Est-ce que des gens ont pu se rencontrer parce qu'ils ont des trajectoires avec des intersections? Dernier point. Mettre en valeur avec un site internet. Alors ça, c'est à partir du projet qui est presque complètement abouti. Ici, je vous ai juste mis le prototype du site, enfin un extrait parce qu'il est assez long. Et pour l'instant, il est pratiquement achevé. Donc Bruno Bellost s'occupe de ça. Et vous voyez, on a prévu un accès à la base de données, bien sûr, la rédaction d'articles, c'est-à-dire qu'on considère qu'une fois que la communauté sera à peu près fédérée, il faut qu'elle puisse échanger. Et pour ça, il faut construire des documents, c'est-à-dire fabriquer de la source et se servir du mesmérisme comme un point de catalysation. Une bibliographie, évidemment, après les partenaires et les institutions qui ont participé généreusement à ce projet. Il va sans dire que cette dernière phase du projet n'est pas forcément la plus simple et n'est pas forcément celle qu'on peut mener avec le moins de financement possible. J'attirerai votre attention qu'on a eu un budget assez conséquent à la mesure du LabEx, mais que le travail a été extrêmement lourd. En 2 ans, on a modélisé 2 projets. On a conduit 2 développements informatiques. Le premier développement informatique, je suis en train de faire le résumé de ce que je vous ai dit, le premier développement informatique nous a permis de s'assurer de la modélisation et de l'inefficacité et de l'impasse dans laquelle nous nous trouvions sur le plan de la possibilité de mener à bien les études que nous souhaitions faire. Le deuxième développement informatique, lui aussi, présente encore quelques difficultés, et il faudra le perfectionner, mais les deux ont nécessité un coût de développement d'informaticien pendant quelque chose comme 6 mois. C'est extrêmement difficile à mobiliser. Très bien, donc je vais laisser la place à une expérimentation. Fonctionnement de l'interface en ligne.